très heureux d'être ici pour un petit peu des PAT et puis... pardon? D'accord, ok. Échanger avec sur le sujet. Donc moi, en fait, je suis Damien Montaigu, je suis chargé de mission à Terres-en-Ville depuis 6 mois. J'ai fait un stage de fin d'études en janvier dernier, 4 mois, et j'ai enchaîné avec un CDD que je termine bientôt, mais voilà, où j'ai eu l'occasion de plein de choses et bien me former sur la question. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, qu'est-ce que c'est un PAT concrètement. Et pour cela, j'ai une petite présentation avec plusieurs parties. Donc je vais vous rappeler, enfin vous expliquer tout d'abord qui est Terres-en-Ville et qui est le RNPAT, Réseau National des... Ensuite, je ferai une petite genèse sur les projets élémentaires territoriaux pour vous expliquer un peu d'où ça vient. Euh, Après, le gros de la présentation sera une partie vraiment sur le PAT pour expliquer vraiment le cadre législatif, donner la définition, les contours, le fonctionnement, etc. Avec ensuite un focus sur des grands types de démarches en France. Et enfin, je vais faire un petit point, si j'ai le temps, sur l'implication des citoyens, sachant qu'on aura le temps de consacrer ça un peu plus tard, donc on verra. C'est pas obligatoire de le faire ici, on verra le temps qu'on a. Voilà, donc, commencer. Bon, là, c'est une petite photo de Grenoble, sympathique. Euh, non, C'est quand même c'est joli. Oui, bon, j'aime bien l'esthétique, on va dire, mais c'est vrai que c'est pas de la permaculture, c'est vrai. Euh, donc, pour vous présenter rapidement Terres-en-Ville. Alors, Terres-en-Ville, enfin, une association loi 1901 qui a été créée en 2001. C'est un réseau en fait qui fédère les acteurs des politiques agricoles et alimentaires des agglomérations de France, que ce soit intercommunalité de tout type. Et son objectif, c'est d'amener les acteurs des collectivités territoriales dans la mise en place de leur politique agricole et alimentaire. Et donc Terres-en-Ville fonctionne en lieu ressource pour les acteurs. Euh, Aujourd'hui, 28 agglomérations membres. Et en fait, pour vous expliquer un peu le modèle associatif, collège paritaire dans l'association. Donc, elle est coprésidée par les collectivités territoriales avec des élus des collectivités et par les chambres d'agriculture, donc avec des chambres qui correspondent à ces collectivités. L'idée, c'est de se dire, à la création de l'asso, le but, c'est de rassembler les deux mondes pour vraiment avancer ensemble vers une agriculture et une alimentation. Donc, rapidement, Terres-en-Ville, il y a trois. La première, c'est d'échanger les savoir-faire entre les membres et partenaires. Donc, ça passe par des rencontres, par des formations, des appuis techniques et donc de la mise en réseau principalement. Ensuite, il y a une liste à expérimenter en commun. Donc là, l'idée, c'est de proposer des, des expérimentations de la part de Terres-en-Ville. On va étudier des territoires en partie avec l'appui de laboratoires de recherche en partenariat. On va produire des études, pouvoir fournir ensuite des outils méthodologiques qui pourront aider les acteurs dans l'élaboration de leur politique. Et enfin, le troisième objectif, c'est de contribuer au débat sur la ville, son agriculture et son alimentation, en participant à des rencontres nationales, des rencontres politiques. Par exemple, les États généraux de l'alimentation, concrètement, c'était un moment où il a pu s'exprimer sur sa vision de l'agriculture, de l'alimentation, au nom de ses membres, pour essayer de faire avancer les politiques publiques dans le sens de la volonté de leurs membres. Ensuite, présenter le RNPAT. En fait, Terres-en-Ville est copilote d'un projet qui s'appelle Réseau national des projets alimentaires territoriaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu as répondu à un appel à projet national qui s'appelle MCDR, Mobilisation collective pour le développement rural. C'est un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre des européens, qui est porté par le réseau rural français. Et en fait, Terres-en-Ville a répondu à cet appel à projet en partenariat avec l'APCA, l'Assemblée permanente des agricultures, et en partenariat avec beaucoup de structures institutionnelles, du monde de la recherche, etc., dont l'objectif, en fait,
et de mettre en réseau les acteurs pour développer les PAT, les projets alimentaires territoriaux. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est concrètement un PAT, mais l'idée, c'est qu'en fait, Terres en Ville, aujourd'hui, est le copilote d'un réseau national qui rassemble aujourd'hui 61 membres avec 4 mondes différents, de l'État et des collectivités. On a 27 acteurs qui sont soit des collectivités territoriales, soit des acteurs plus à l'échelon régional, national. Donc là, on a des exemples, parcs naturels régionaux, il y a la fédération des PNR, il y a l'Assemblée des intercommunalités de France, il y a l'ADEME, etc. Ensuite, on a des acteurs du monde économique, comme les chambres d'agriculture, également la Fédération des marchés de gros de France, beaucoup d'acteurs de la recherche, avec beaucoup de laboratoires, donc le laboratoire de Grenoble, Métropole, Nantes, Lyon, voilà, il y a vraiment plein de laboratoires de recherche qui font partie du projet. Et enfin, quelques réseaux associatifs, plus du monde de la société civile. Donc par exemple, on a entre les deux, Reneta, AM, et puis voilà, Coordination nationale des conseils de développement, voilà, il y a quelques réseaux, mais dans tous les cas, les principaux membres sont des têtes de réseau importantes dans le milieu alimentaire qui participent à la réponse aux questions posées par les PAT. Pour présenter rapidement les 4 missions, les 4 axes du réseau RNPAT. Le premier axe, c'est la mise en réseau, c'est-à-dire faciliter les rencontres, les échanges entre les membres, entre les acteurs. Le deuxième axe, c'est la proposition de démarches de co-construction. Donc Terres en Ville, qui suit précisément les PAT, et des études sur les PAT, va pouvoir proposer des types de démarches qui seront un peu des démarches types de PAT, en essayant de mettre un point de vigilance sur l'élaboration d'un PAT, sur son fonctionnement, etc. Et ensuite, il y a un axe qui consiste à approfondir les thèmes des PAT en se focalisant sur les grandes thématiques d'un PAT, mais en essayant de faire des analyses comparatives entre les expériences en France et pour essayer de dégager des thématiques, des bonnes expériences. Et enfin, on a un axe qui consiste à capitaliser le résultat pour essayer de transférer et faire perdurer la démarche. Et donc là, concrètement, il s'agit en fin de programme, qui arrivera en fin 2018, il s'agit de produire un guide sur les PAT, sur l'élaboration, la stratégie, etc. Un peu global, et également d'essayer de faire des préconisations auprès des publics dans une perspective d'évolution des politiques publiques. À savoir qu'en fait, on arrive à la fin de la première programmation du RNPAT, mais que il y a un nouvel appel à projet qui est lancé à partir de mi-avril, et potentiellement le RNPAT pourra donc prolonger encore 4 années de travail, si tout se passe bien. Bon, après cette petite présentation un petit peu longue sur le RNPAT Terres en Ville, c'est toujours compliqué un peu à vraiment expliquer, je vais vous parler de la jeunesse des PAT, en essayant de mettre en lumière plusieurs facteurs, plusieurs moments, plusieurs évolutions qui contribuent à l'émergence des PAT. Donc tous ces éléments, tous ces mouvements sont interdépendants. Mais j'ai essayé quand même de mettre en lumière, voilà, 4 grands mouvements. Dans les premiers mouvements, ça serait, selon moi, en fait, une montée des enjeux environnementaux, économiques, sociaux, sanitaires liés à l'alimentation, qui vont faire que cette politique va émerger. Comme deuxième point, j'ai noté la montée aussi, la mise à l'agenda dans le débat sociétal des questions agricoles et alimentaires, notamment de 90 avec les crises alimentaires, et depuis les années 2000, il y a un questionnement qui est beaucoup plus fort sur l'alimentation et sur la qualité de notre alimentation, et ça contribue beaucoup aussi, ça a beaucoup contribué à les PAT. Le troisième point, c'est la saisie progressive de l'activité territoriale des questions agricoles et alimentaires. C'est-à-dire que les collectivités n'ont pas toutes... c'est qu'à partir des années 80 que les collectivités ont vraiment commencé à mettre en politique agricole sur leur territoire,
et ont structuré petit à petit jusqu'à aujourd'hui des politiques agricoles et alimentaires. Et enfin, dernier facteur, dernier mouvement, bien sûr, qui est interdépendant avec le reste, c'est le fait que les politiques nationales ont évolué depuis l'après-guerre très progressivement vers un traitement de la question alimentaire de plus en plus transversal, décloisonné entre les différents secteurs et de territorialisé, c'est-à-dire appliqué aux échelons locaux, au niveau des territoires. Quand je parle de territoire, je fais souvent référence principalement référence aux territoires d'action publique, c'est-à-dire aux espaces géographiques que le département va regrouper, puis que les intercommunalités vont regrouper, etc. Donc c'est plus dans cette perspective-là que je fais référence au territoire. Alors, premier point, je vais essayer d'aller vite là-dessus. Je pense que c'est des éléments que vous connaissez aussi. Donc les enjeux économiques, environnementaux, sanitaires, sociaux, associations. Tout d'abord, les enjeux économiques. Bien sûr, on a un essoufflement du modèle agricole d'après-guerre. Donc, voilà, en parler très longuement, comment dire que le mouvement d'industrialisation de l'agriculture et de mondialisation du système agraire a conduit à des effets pervers sur l'économie agricole, sur le modèle productif, qui conduit aujourd'hui à des inégalités sociales et territoriales en agriculture, donc de la pauvreté agricole, inégalité entre exploitations, et puis bien sûr un épuisement important des ressources lié donc l'épuisement des sols, par exemple, la ressource en eau, donc plein d'impacts qui agissent, enfin, qui ont des effets pervers sur l'activité. Et enfin, la volatilité des prix sur le marché, le poids plus important du marché, la mondialisation, tout ça contribue, bien, ce ne sont que des facteurs, ça contribue bien sûr à une remise en cause, à un essoufflement du modèle agricole actuel et à un besoin d'aller vers autre chose. Donc le deuxième point, c'est l'émergence et le renforcement des problématiques environnementales. Bien sûr, c'est pas récent, mais depuis les années 70, on a des scientifiques qui nous alertent sur les effets de notre modèle actuel. Donc là-dessus, je pense que vous connaissez bien aussi la question, donc je ne vais pas non plus beaucoup m'épandre. Je voulais mettre en avant cette théorie des limites planétaires qui a été développée par Rox en 2009 qui montre en fait, qui met en lumière 9 limites planétaires en termes de ressources à ne pas dépasser. Et on sait qu'en 2009, il y avait 3 limites qui étaient déjà selon lui dépassées, c'est-à-dire la biodiversité, une grosse perte de biodiversité, la perturbation du cycle du nitrate et le changement climatique. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup plus de champs qui sont dépassés, je pense, mais voilà, l'idée c'est de montrer que la planète, on vit dans un monde fini et pour pouvoir y vivre, il faut y faire attention et on n'est pas dans la bonne direction. Ensuite, je voulais rapidement évoquer les problématiques sanitaires. Depuis les années 90, ont marqué un tournant, puisque en fait, de nouvelles problématiques de santé publique ont changé. Montée de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. Donc là, on a un rapport, on a la page d'un rapport de l'OMS sur la question en 1990 qui alerte sur ces problématiques. Et puis bien sûr la crise de la vache folle qui a aussi été un grand tournant dans les restructurations des politiques agricoles et alimentaires. Elle a amené notamment un renforcement des agences de contrôle sanitaire et une indépendantisation de ces agences au niveau de l'expertise. Et les enjeux sociaux relatifs à l'alimentation. Donc là, simplement à rappeler qu'il y a une persistance forte de l'insécurité alimentaire. C'est une définition du Conseil national d'alimentation qui indique que l'insécurité alimentaire, ça correspond à l'insuffisance à l'apport insuffisant journalier d'une qualité, d'une alimentation saine, nutritive, etc. pour une certaine catégorie de population.
Cela va de pair, bien sûr, avec un renforcement d'inégalités sociales en matière d'alimentation, qui a été souligné notamment lors de l'évaluation du Plan national nutrition santé 2 en 2010. Je pense que je regarde juste le temps où j'en suis. Je pense qu'il faut que j'aille deuxième point que je voulais souligner, donc pour moi le plus important pour poser le cadre, après je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais l'idée c'est qu'on on a eu progressivement une mise à l'agenda dans le débat sociétal des questions agricoles en passant d'un mouvement de déterritorialisation. C'est un terme qui a été évoqué par Caroline Brand et Serge Bonnefoy dans un article en 2011. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent souligner, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, on passe de la cuisine à l'usine. On passe d'une alimentation dont on connaît la provenance, qu'on transforme nous-mêmes, à une alimentation qui est beaucoup plus lointaine, transformée, industrialisée, et dont on connaît moins l'origine. Et ça conduit vraiment aujourd'hui à se poser beaucoup de questions sur notre alimentation. Et notamment une volonté donc de reterritorialiser cette alimentation, de réappropriation, savoir d'où elle vient, faire en sorte qu'elle soit locale, qu'elle soit de meilleure qualité, et de vouloir promouvoir des modèles alternatifs de consommation, de production. Le mouvement emblématique, c'est celui des AMAP, bien sûr, qui est apparu dans les années 90, même avant, il me semble. Voilà. Le troisième point que je voulais aborder, c'était le fait que les collectivités territoriales se saisissent de plus en plus de l'agriculture périurbaine et de l'alimentation depuis les années 2000. Donc dans un article aussi de Serge Bonnefoy, intitulé Ville sur la trajectoire française, Serge Bonnefoy indique 4 périodes de politisation de la question agricole périurbaine en France, c'est-à-dire qu'ils vont aboutir à une prise en compte vraiment de la question agricole au niveau des collectivités territoriales. La première période et la deuxième période, c'est dans les années 60-70, avec l'apparition de conflits fonciers, notamment entre les agriculteurs qui voient disparaître leurs terres liées à l'urbanisation, le monde urbain qui veut aussi, pour continuer à se développer, des tensions qui aboutissent à la mise en œuvre à la réponse des pouvoirs publics pour protéger le foncier agricole. C'est la première entrée qui va aboutir à l'émergence de la question agricole périurbaine en fait en France. Donc en contexte politique favorable, on a aussi la loi de décentralisation de 82 qui va permettre aux collègues de plus se saisir de la question agricole à leur échelle. Ensuite, dans les années 90, on a une mise à agenda nationale de la question périurbaine avec des rapports qui apparaissent, qui sont publiés, et puis une apparition de la question de la multifonctionnalité de l'agriculture avec la réforme de l'APAMAN. On va considérer que l'agriculture répond à des fonctions à la fois économiques, sociales et environnementales, et que les trois doivent être pris en compte, et cela contribue à renforcer aussi le rôle du territoire dans l'activité agricole. Pour finir, depuis 2003, on constate qu'il y a une réelle territorialisation des politiques alimentaires et même, on va dire, citadinisation, dans le sens où avec les développements durables, notamment localisés avec les agendas 21, le concept de ville durable, avec le renforcement du rôle de la société civile dans les questions alimentaires, avec l'affirmation des intercos et des métropoles. Tout ça, ça va contribuer à ce que l'alimentation soit de plus en plus saisie de manière générale, pas seulement en se focalisant sur la mais aussi en se focalisant sur les questions sanitaires, sociales, environnementales. Et donc, depuis 2000, on a ce mouvement aussi qui arrive. Et ensuite, le quatrième point que je voulais souligner, c'est le fait qu'on va vraiment du fait alimentaire, de la question alimentaire plus transversale et plus territorialisée dans les politiques publiques. Là, il y a 4 tournants majeurs selon moi. En 2009, la question des circuits alimentaires de proximité est ancrée avec le plan Barnier, est encouragée notamment dans les collectivités territoriales. Ça amène une
une prise en compte plus importante de cette question des circuits alimentaires. Ensuite, avec la loi Grenelle en 2007, puis le plan Ambition Bio en 2013, on a des objectifs d'approvisionnement de la restauration collective en produits bio qui sont on a l'objectif des 20% de bio en restauration collective avec le plan Ambition Bio. Ça contribue aussi à un renforcement du saisissement de la question alimentaire par les communes, les collectivités. Et enfin, important, l'apparition du programme national pour l'alimentation avec la loi de modernisation de l'action publique du ministère de l'Agriculture en 2010. Le PNA, c'est la première politique publique de l'alimentation qui prend en compte la question alimentaire de manière transversale, qui va considérer, qui va essayer d'encourager des initiatives publiques, mais également privées, vers une alimentation qui soit à la fois plus saine, plus nutritive, de meilleure qualité, et pour l'environnement, pour l'économie. Donc c'est vraiment une vision globale. Et enfin, l'apparition avec la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en 2014. Où là, l'idée c'est d'encourager l'âge territorial de l'alimentation avec les PAT. L'organisation des politiques agricoles et alimentaires, et même, on va dire, citadinisation, dans le sens où avec les injonctions du développement durable, notamment localisées avec les agendas 21, le Conseil de ville durable, avec le renforcement du rôle de la société civile dans les questions alimentaires, avec l'affirmation des intercos et des métropoles. Tout ça, ça va contribuer à ce que l'alimentation soit de plus en plus saisie de manière générale, pas seulement en se focalisant sur l'économie, mais aussi en se focalisant sur les questions sanitaires, sociales, environnementales. Et donc, depuis 2003, on a ce mouvement aussi qui arrive. Et ensuite, le quatrième point que je voulais souligner, c'est le fait qu'on va vers un traitement du fait alimentaire, de la question alimentaire plus transversale et plus territorialisée dans les politiques publiques nationales. Là, il y a 4 tournants majeurs selon moi. En 2009, la question des circuits alimentaires de proximité est encouragée avec le plan Barnier, est encouragée notamment dans les collectivités territoriales. Ça amène une prise en compte plus importante de cette question des circuits alimentaires. Ensuite, avec la loi Grenelle en 2007, puis le plan Ambition Bio en 2013, on a des objectifs d'approvisionnement de la restauration collective en produits bio qui sont plus importants. On a l'objectif des 20% de bio en restauration collective avec l'ambition bio. Ça contribue aussi à un renforcement du saisissement de la question alimentaire par les communes, les collectivités. Et enfin, le plus important, l'apparition du programme national pour l'alimentation avec la loi de modernisation de l'action publique du ministère de l'Agriculture en 2010. Le PNA, c'est un programme, la première politique publique de l'alimentation qui prend en compte la question alimentaire de manière transversale, qui va considérer, qui va essayer d'encourager les initiatives publiques, mais également privées, vers une alimentation qui soit à la fois plus saine, plus nutritive, de meilleure qualité et meilleure pour l'environnement, pour l'économie. Donc c'est vraiment une vision globale. Et enfin, l'apparition des PAT avec la loi d'avenir pour l'agriculture, pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt en 2014. Où là, l'idée c'est d'encourager l'ancrage territorial de l'alimentation avec les PAT. Donc là, on a des images des lauréats de l'appel à projet national sur les PAT, que je vous expliquerai en détail tout à l'heure. Donc, les lauréats ont été officiellement annoncés lors du Salon de l'Agriculture en 2017-2018. Donc, la définition des PAT, je l'ai écrite parce que pour moi c'est quand même important de partir vraiment de ce que dit la loi. En fait, les PAT sont inscrits dans le code rural de la pêche maritime. Il faut savoir que la portée n'est pas réglementaire, ce n'est pas une portée vraiment obligatoire à inscrire un PAT dans un territoire, mais l'idée c'est de définir les contours pour pouvoir permettre aux collectivités de s'en saisir plus facilement.
c'est plus une volonté d'encouragement et d'incitation à l'origine. Donc, les actions répondant aux objectifs du PNA et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Cette année vise à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur le territoire et la qualité de l'alimentation. Et donc, concrètement, l'idée d'impact, c'est de rapprocher tous les acteurs du système alimentaire d'un territoire pour développer une stratégie commune vers une alimentation plus territorialisée, plus durable. Plus durable avec des aspects transversaux pris en compte, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, également culturels. Donc c'est quand même une définition très large. Cette définition a été précisée en 2017 lors d'une circulaire du gouvernement, du ministère, le 30 mars, qui en fait donne plusieurs critères pour préciser quels sont les objectifs de plan d'intervention tout d'abord du PAT, puis ensuite quel est le contenu du PAT, et enfin quel est le processus d'élaboration de la PAT. Et donc ces 12 critères permettent d'avoir des contours plus clairs, en tout cas de pouvoir se représenter plus facilement les PAT. C'est pour cela que je vais partir de chacun des critères pour pouvoir un peu développer ce que c'est un PAT dans les faits. Donc, le critère numéro 7 nous dit que le PAT doit répondre aux objectifs du PNA. Le PNA a 4 axes le programme définit 4 axes en fait. Le premier axe, c'est celui de la justice sociale. C'est-à-dire favoriser donc, une alimentation qui soit plus appropriée par les catégories défavorisées notamment, permettre de renforcer les dispositifs d'aide alimentaire, permettre de faire en sorte que les inégalités sociales de l'alimentation diminuent. Ensuite, comme deuxième axe du PNA, on a la réduction du gaspillage alimentaire. C'est une direction forte du ministère aussi, puisque le gaspillage alimentaire est aujourd'hui très important, et donc l'objectif c'est de le réduire au maximum dans la restauration collective, mais aussi auprès d'acteurs économiques. Le troisième axe, c'est l'éducation alimentaire de la jeunesse. L'idée, c'est que les catégories, les jeunes sont des publics cibles qu'il est très important de toucher vis-à-vis de l'alimentation, puisqu'il y a une réceptivité très importante à l'école primaire et au collège, et ce sont des déterminants importants ensuite des comportements alimentaires. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de vraiment sensibiliser au maximum les jeunes à une alimentation plus durable. Enfin, le dernier axe du PNA, c'est celui de l'ancrage territorial. L'ancrage territorial, c'est précisément l'objectif du PAT, c'est de faire en sorte que l'alimentation soit reterritorialisée, soit plus locale et qu'il y ait un renforcement à la fois des filières alimentaires entre elles, et à la fois une proximité plus importante entre urbain et rural. Donc tous ces éléments, ça participe à ce quatrième objectif qui est celui de l'ancrage territorial des PAT. Le critère 8 indique que le PAT doit être cohérent avec le plan régional de l'agriculture durable et avec les politiques nationales et territoriales concernées. Sans rentrer dans les détails, l'important est de comprendre qu'il doit y avoir une cohérence en fait, entre les différents échelons publics. C'est un peu la vision française centralisatrice et aménagiste en fait, qui indique que chaque plan d'aménagement important doit être cohérent avec l'échelon supérieur. Donc l'objectif, le critère numéro 9 indique que le PAT vise à développer l'agriculture sur un territoire, à structurer l'économie agricole et alimentaire, et à favoriser le maintien et le partage de la valeur économique sur le territoire. Ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, les objectifs économiques d'un PAT, de renforcer d'une part la valeur ajoutée pour les agriculteurs, de renforcer l'économie locale, de proximité, et de participer justement à cette économie territoriale. C'est un enjeu fort.
Ensuite, le PAT participe également à la consolidation des filières territorialisées, à la mise en place d'un système alimentaire territorial, au développement de la consommation de produits issus de circuits courts et de proximité, en particulier relevant de l'agriculture biologique. Il y a un fort lien avec le précédent, sauf que là, on avance l'idée de consommation des produits, et donc l'idée de mise en place nécessaire d'un lien entre l'offre et la demande. Et donc, il va y avoir un besoin, un objectif à travers les PAT, de faire en sorte que, certes, on structure une filière locale, mais qu'on permette à cette filière d'avoir des débouchés. Et donc, on va agir sur la demande, sur les consommateurs, en essayant par la sensibilisation, par la communication, de renforcer cette filière haute demande pour renforcer l'économie de proximité. Donc là, c'est la même idée que la précédente, de rapprocher tous les acteurs du système alimentaire, notamment ceux de la société civile, les habitants, les citoyens, pour développer la qualité de l'alimentation. On est dans une définition très large de qualité de l'alimentation, puisqu'on est bien sûr des décisions données par le ministère, et l'objectif c'est de rassembler tout le monde. Et donc par qualité, on peut entendre beaucoup de choses, notamment les aspects environnementaux, les aspects de transformation, économique, et donc ça permet vraiment d'être un objectif rassembleur. Enfin, le PAT prend en compte de différentes fonctions du système alimentaire, comme je vous disais, environnementale, économique, sociale, éducative, culturelle, de santé, favorise leur synergie. Donc ça rappelle vraiment tous les objectifs de manière synthétique. Ensuite, sur le contenu du PAT, on a plusieurs éléments qui vont nous apprendre un peu qu'est-ce qu'un PAT concrètement, comment ça fonctionne en fait. Tout d'abord, ça va comporter des actions opérationnelles. Ça signifie qu'un PAT, ça ne va pas être simplement du discours, de la stratégie, mais que ça va aboutir à des actions précises. Par exemple, le développement, la facilitation de l'installation d'un agriculteur sur un territoire, développement d'actions de sensibilisation dans les écoles, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est ancré dans la loi. Ensuite, autre élément important, la loi précise que les partenaires doivent s'engager de manière formalisée sous la forme d'un contrat. Donc l'objectif, c'est bien sûr de formaliser l'engagement entre les différentes parties prenantes du PAT à partir d'un document politique qui soit reconnu donc, par la collectivité porteuse, lorsque c'est le cas, et d'une charge d'engagement qui soit également respectée par les partenaires. C'est la base d'un travail commun, d'un projet commun. Donc, sur ce critère, il y a une notion de gouvernance qui apparaît, on parle d'instance de gouvernance. C'est-à-dire que donc la loi précise qu'il doit y avoir une instance de gouvernance qui veille à la mise en œuvre des actions opérationnelles ou qui s'inscrit le cas échéant dans une démarche de progrès, c'est-à-dire que le PAT doit tendre vers la création de cette instance de gouvernance. Par gouvernance, on entend un lieu de coopération entre les différents acteurs vers une stratégie commune, tout simplement. C'est une manière de formaliser les prises de décision en commun. Et donc, je reviendrai plus tard sur ce que peut être la gouvernance d'un PAT, mais c'est bien ça l'objectif. Et enfin, la loi indique que les PAT peuvent mobiliser des fonds publics et privés, et qui peuvent générer également leurs propres ressources. À propos de l'élaboration du PAT, eh bien, on peut indiquer qu'un PAT peut être à l'initiative d'une large gamme d'acteurs, tant publics que privés. Donc ça, c'est ce que la loi nous dit. Effectivement, un projet alimentaire, ce n'est pas forcément un projet qui est porté par une collectivité. C'est majoritairement le cas, comme je vous le montrerai tout à l'heure, mais ça peut aussi être porté par des acteurs privés, des acteurs du monde agricole, du monde de la société civile, du monde associatif. Et donc, il y a vraiment une ouverture là-dessus, une ouverture sur le portage d'affaires. Un autre élément important, c'est la notion de concertation, de co-construction. C'est-à-dire que les PAT doivent être élaborés de manière concertée avec les différents acteurs du territoire. Il doit y avoir vraiment une stratégie de partage,
une vraie démarche de prise en compte des intérêts de chacun, des demandes de chacun, afin que le projet soit efficace et soit appliqué de manière à ce que les acteurs s'impliquent vraiment dans le projet. Autre élément, Impact repose également sur un diagnostic partagé et cohérent portant sur l'agriculture et les différentes dimensions de l'alimentation sur un territoire. Alors, par diagnostic, on entend le fait qu'au début de tout projet, on a besoin de faire un état des lieux de l'existant pour pouvoir identifier des leviers d'action, des leviers de pérennisation ou des éléments qui peuvent y avoir des éléments de faiblesse, des forces qu'on peut retrouver. Et donc, au début de chaque patte, le diagnostic est très important. Ça peut consister à rassembler l'existant à partir de diagnostics agricoles qui ont été faits sur le territoire. Ça peut consister à faire des diagnostics qui portent plus sur les débouchés de consommation. On peut avoir des diagnostics également du foncier disponible, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui est d'être mené en continu et qui marque aussi le départ d'un projet alimentaire. Alors, petit point sur les acteurs d'impact. J'ai repris un petit schéma qui a été fait par le ministère, bon, qui a le mérite d'être clair, un peu simpliste, mais en tout cas qui a le mérite d'être clair, pour montrer tous les acteurs qui veulent être rassemblés autour d'impact. Donc, comme je vous disais, on a bien sûr les collectivités territoriales, les services de l'État. Ensuite, on a les organismes de développement et de recherche, où là, concrètement, on va avoir des instituts de recherche. Par exemple, à Montpellier, il y a Agropolis, c'est un gros institut qui travaille en parallèle avec la métropole dans le cadre du PAT. Il y a plein de laboratoires de recherche qui sont membres des projets alimentaires. Tous ces instituts, ces institutions de recherche permettent d'apporter des éléments importants d'expérimentation, d'expertise aussi, pour pouvoir faire avancer le projet alimentaire territorial. Ensuite, on a le monde des entreprises, des coopératives de distribution, de commercialisation, le monde des agriculteurs et des producteurs, et donc en fait, l'idée, c'est de rassembler tous les acteurs de la chaîne alimentaire autour du PAT, pour pouvoir vraiment agir de manière cohérente sur tous les maillons de la chaîne. Et enfin, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, j'aurais plutôt dit société civile, qui rassemble à la fois les associations de consommateurs, de producteurs, de citoyens, les coopératives, mais aussi les habitants. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une définition très large des acteurs d'impact. Concrètement, impact, c'est vraiment rassembler tout le monde. C'est ce qui en est l'avantage, ce qui en fait l'intérêt, mais c'est aussi ce qui en fait la complexité. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus à quoi peut ressembler la gouvernance d'un tel projet. J'ai eu du mal à schématiser ça, mais j'essaie de mettre en lumière plusieurs points saillants de la gouvernance. Donc, comme dans tout projet, on a besoin d'avoir des instances qui vont permettre de piloter le projet. C'est ce que j'ai marqué en haut avec les instances permanentes de pilotage. Donc, pour piloter le projet, on a besoin d'instances qui vont permettre de piloter l'élaboration, mais aussi la mise en œuvre. Et donc, on va avoir des comités de pilotage, qu'on peut appeler aussi des comités de pilotage stratégiques, en parallèle des comités de pilotage plus opérationnels, qu'on peut appeler comités techniques, par exemple. Et ces institutions permanentes, c'est celles qui rassemblent en général le noyau dur des porteurs de projet, des acteurs pilotes. On peut avoir parfois ce qui s'appelle de 4 acteurs à 60 acteurs. Ça dépend vraiment de la démarche qui est initiée par le porteur de projet et qui veut porter l'acteur. On peut avoir des collectivités qui vont être porteuses avec 3 acteurs, un acteur de la recherche, une chambre d'agriculture, l'agence d'urbanisme par exemple. On s'arrête là. Et d'autres acteurs qui vont vouloir favoriser l'ouverture de la gouvernance avec un accueil de 60 personnes, plus de 60 personnes lors des comités de pilotage, comme c'est le cas pour la communauté d'agglomération du Douaisis, dans le Nord. Donc c'est vraiment très variable. Ensuite, ce qui est important, c'est l'existence de moments de rencontre entre tous les acteurs, entre tous les partenaires.
quelle que soit l'implication dans la décisionnelle, dans le comité de pilotage, tous les acteurs ont des moments où ils peuvent s'exprimer, échanger, se rencontrer, et c'est ce qui fait la réussite d'Impact aussi. C'est l'existence notamment de forums ouverts qui vont permettre justement ces rencontres-là, ces échanges, de lever certaines tensions, de faire émerger aussi des conflits. C'est important de faire émerger les conflits pour pouvoir trouver quels sont les... Laissez ouvert juste la porte parce que chaque fois qu'on actionne, ça fait du bruit. Non, non, je t'assure, en cours, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, tu le juste comme ça, tu le plaques comme ça évite chaque fois d'avoir des grincements. Voilà, merci. Je disais, voilà, des instances comme les forums ouverts, c'est important pour pouvoir faire émerger les conflits aussi, les points d'entente qu'il peut y avoir pour aller vers la stratégie commune. L'atelier entre pairs. L'atelier entre pairs, ça signifie, par exemple, on va mener des ateliers techniques entre acteurs d'une même filière pour essayer de trouver des synergies, de commencer à établir des éléments de discussion, etc. Les ateliers multi-acteurs, ça correspond à la même idée que les forums ouverts, sauf que l'objectif est plus opérationnel et plus d'aboutir à des actions concrètes. Et les débats publics, où là, l'objectif est plus d'informer, de consulter, de manière un peu moins participative, mais tout aussi nécessaire au fil du projet. Troisième type d'instance, ce serait les instances techniques de mise en œuvre, où là, on peut avoir des instances qui vont être parfois plus ouvertes, dont l'objectif sera vraiment de définir des actions spécifiques, comme avec les groupes de travail, avec des comités techniques vraiment précis, où là, on va regrouper un certain nombre d'acteurs qui veulent travailler ensemble pour vraiment élaborer une action et la mettre en œuvre. Donc, tous ces éléments, c'est partie de la gouvernance d'impact. Et bien sûr, il y a une importance de contrat et de charte d'engagement entre les partenaires qui est souvent difficile à établir, mais qui permet de lier toutes les parties prenantes et de faire en sorte que l'application soit vraiment aboutie. Je n'aurai pas le temps de développer ça, donc je vais passer. Là, juste, c'est important pour vous montrer un peu donner la température sur les acteurs d'impact. Là, on a simplement les lauréats des appels à projets, donc ça ne représente pas l'ensemble des acteurs d'impact, il y en a vraiment beaucoup. Mais ça représente ceux qui ont été reconnus par le ministère et qui correspondent à leur vision, en tout cas d'impact. On se rend compte qu'il y a 28 lauréats issus du monde des collectivités. 2 communes, 3 départements, 14 intercos, 3 PNR et 6 autres structures de coopération, comme par exemple les pays, je n'ai pas d'autres qui viennent en tête, mais des structures, des syndicats mixtes. Pourquoi? La première explication, c'est qu'en fait, une collectivité, ça va être la structure porteuse qui aura le plus de légitimité et également le plus de poids pour pouvoir mettre en place un projet de territoire, pour pouvoir fédérer les acteurs d'un même territoire. C'est la collectivité qui a cette position de neutralité, d'objectivité, également d'intérêt général, et donc c'est normal que ce soit les principales porteuses de base. Bien qu'on ait également des lauréats du monde de la société civile, ces 3 lauréats sont issus de cette année, 2018. Un collectif agricole sur l'île Dieu, concrètement, j'ai regardé un petit peu le collectif, c'est une association de consommateurs et de producteurs qui vise à favoriser l'agriculture locale, les circuits courts, à renforcer donc la production, la consommation locale. C'est vraiment focalisé sur cette question-là, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un collectif, pour le coup, un collectif citoyen. L'association Chemin Faisant, elle se trouve à côté d'Andorre. En fait, cette association porte un patte avec notamment une antenne de la Chambre de commerce et d'industrie, avec un autre cabinet de conseil aussi. Cette association agit dans le domaine de la nutrition santé, de la prévention sanitaire, et a un large réseau, et en lien avec un large réseau aussi institutionnel, notamment les agences, les journaux de santé. C'est pour ça, je pense, qu'elle a été choisie, parce que
elle a quand même une importance majeure sur le territoire en termes de diffusion et en termes de lien avec les différents acteurs, et elle porte un projet avec des acteurs privés. Et ça, c'est pour cela, je pense qu'elle peut être désignée. Enfin, on a également un CPIE en Bretagne, donc Centre permanent. Voilà, merci. Donc, on a des acteurs associatifs qui sont porteurs de PAT, qui ont été reconnus par le ministère. Enfin, on a deux lauréats du monde économique, une chambre d'agriculture et une entreprise, une SIC qui s'appelle Terra Alter. En fait, Terra Alter, si je me rappelle bien, c'est une SIC qui vise à mettre en lien les acteurs de la filière alimentaire pour favoriser l'approvisionnement en restauration collective. Et donc, c'est plus une plateforme logistique qui vise à relocaliser l'alimentation à travers la Restoco. Voilà. Alors, je vais voir combien de temps il me reste. Ok, pas longtemps. Donc, je vais essayer de pour parler rapidement de la reconnaissance du PAT par le ministère. C'est une procédure qui a été lancée le 1er mars 2017. En fait, l'objectif de la reconnaissance, c'est de n'ouvrir pas droit à des financements spécifiques, mais en fait, c'est de permettre de reconnaître un PAT en imposant une marque, un logo, pour pouvoir donner plus de poids, plus de légitimité vis-à-vis des différents partenaires, pour pouvoir permettre, in fine, de dynamiser ces actions. Aujourd'hui, il y a seulement 11 PAT qui sont reconnus par le ministère. C'est très peu, mais c'est également parce que cette procédure est peut-être longue, un peu contraignante, et a aussi pu dérouter les acteurs, puisque en fait, il y avait également un appel à projet de reconnaissance des PAT, qui est différent, mais les acteurs se sont un petit peu emmêlés les pinceaux avec ces deux procédures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de PAT reconnus par le ministère, mais en fait, cette reconnaissance, elle n'est pas forcément nécessaire pour faire émerger un PAT. C'est important peut-être pour sa pérennisation, mais... Alors là, je vais présenter rapidement quels sont les différents domaines d'un PAT. Je pense que c'est le plus important pour avoir une vision concrète de ce que c'est un PAT. Donc, le RNPAT considère qu'il y a 6 champs dans lesquels un projet alimentaire territorial s'inscrit. On a le champ de l'économie alimentaire qui regroupe toutes les actions concernant la structuration d'une filière alimentaire locale, de la production à la consommation. Voilà, de manière globale, c'est ça. On a un champ intitulé culturel et gastronomie. Là, les actions qui sont inscrites dans ce champ, ce sont des actions qui vont viser à valoriser les produits de terroir, le patrimoine local, à valoriser donc, les produits locaux, soit à travers la communication de l'événementiel, soit à travers le soutien, par exemple, à la mise en œuvre de procédures de reconnaissance de signes de qualité dans les exploitations, ça peut être le cas. Il y a différentes actions qui peuvent s'intégrer là-dedans, mais principalement, on renvoie plutôt à la communication, par exemple la création d'un guide, qui va recenser les fermes en vente directe, qui va recenser les fermes bio, etc. Et donc tout ce travail de communication est important pour pouvoir aussi mettre en lien l'offre et la demande, en quelque sorte. Un troisième axe intitulé nutrition santé. Là-dessus, on renvoie principalement à des actions qui vont correspondre, qui vont être en fort lien avec le ministère de la Santé aussi et le programme national de nutrition santé, et qui vont aider à renforcer la qualité de l'alimentation et la prise en compte des aspects nutritionnels. On a beaucoup d'actions de sensibilisation auprès du public cible, les jeunes, les personnes défavorisées, les personnes âgées. Des actions concrètes aussi de formation auprès des professionnels de la santé, des professionnels du social, pour pouvoir justement apprendre des manières de sensibiliser, des manières
de communiquer sur cette question. Donc c'est principalement ce volet-là. Pour tout ce qui est accessibilité sociale, ça renvoie à la fois de la sensibilisation auprès de différents publics, en particulier les publics défavorisés, dans les quartiers prioritaires par exemple. Ça renvoie aussi au renforcement des dispositifs d'aide alimentaire. Donc là, il y a des réseaux associatifs bien sûr très impliqués dans l'aide alimentaire, mais les collectivités peuvent aider ces réseaux à se rencontrer, à se mettre en relation, peuvent les aider aussi à avoir plus de subventions, à s'intégrer aussi, à être mis en lien avec les acteurs du monde agricole. Il peut y avoir par exemple des politiques qui visent à distribuer des paniers bio et locaux aux personnes défavorisées, ça peut être fait en lien avec les banques de place. Ensuite, on a le champ de l'environnement. Donc là, ça renvoie à toutes les actions liées au renforcement des pratiques agricoles durables, par exemple. Sur les pratiques agricoles durables, on va avoir des actions de soutien à l'installation, à la production en bio, de soutien à la diminution de l'empreinte énergétique des exploitations, des transformateurs, à la réduction du gaspillage alimentaire. Donc il y a vraiment un vaste champ d'actions concrètes, plus de communication, qui peuvent être intégrées dans ce champ. Et enfin, le champ de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Donc ce champ est souvent, bien sûr, le plus porté par les collectivités qui ont des compétences d'aménagement. Les différents enjeux derrière, c'est la protection du foncier agricole à travers les outils de planification comme les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme. Ça peut renvoyer également au lien entre ces dispositifs d'aménagement et les politiques de protection de la biodiversité, puisque qui dit protection de la biodiversité dit aussi qu'on s'intéresse au monde agricole, puisque l'objectif c'est de permettre de maintenir la biodiversité dans les exploitations, autour des exploitations, et donc il va y avoir des liens entre ces politiques de biodiversité et les politiques d'alimentation. Donc, voilà pour les 6 champs. Les 5 fonctions, c'est la vision de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est-à-dire qu'un PAT agit sur 5 fonctions différentes, comme je vous disais, la production, la transformation, la distribution, la consommation, le recyclage. C'est l'idée vraiment de chaîne alimentaire. Et en fait, dans chaque champ, les 5 fonctions, on peut agir sur les 5 fonctions, concrètement. Voilà pour la présentation des 6 champs. Je ne sais pas si c'est trop théorique, mais en tout cas, là, j'ai déjà 50 minutes de présentation, ça fait beaucoup. Je voulais vraiment présenter des pattes, des exemples de pattes pour vous montrer concrètement quelles peuvent être les actions. Ça peut être pas mal. Je vais regarder lequel là. Chaque champ en fait peut être remonté au fur et à mesure en fait. C'est ça. Ouais, en fait, disons que ça c'est la vision un peu portée par le réseau national, c'est de se dire si on veut vraiment agir de manière systémique sur l'alimentation, il faut agir sur ces 6 champs et réussir à combiner des actions dans ces 6 champs. Dans les faits, c'est plus compliqué parce que ça implique de mettre en relation beaucoup plus d'acteurs entre eux. Ça implique aussi d'avoir un portage politique fort, puisque souvent le portage politique est souvent très favorable au volet économie alimentaire et moins favorable au volet environnement. Dans les faits, c'est pour ça que c'est un, voilà, on peut dire que c'est un certain idéal à atteindre, mais que les actions sont quand même très asymétriques entre les différents champs. Et que principalement, ce que je peux présenter, c'est à partir d'études des différents pâtes, on a distingué différents types de pâtes. Pour les premiers types de pâtes, c'est alimentaire dit agri-alimentaire ponctuel, dans lequel on a un poids fort des porteurs de projets agricoles. On a des initiatives qui émergent souvent du monde agricole et un rôle vraiment important dans le cadre de l'économie alimentaire, dans le but de favoriser, d'augmenter la valeur ajoutée des agriculteurs, etc. Avec un lien souvent fait avec
le volet gastronomie et culture, mais qui se focalise vraiment sur ce champ-là, ce champ d'économie alimentaire. Donc ça, c'est un premier type de pâte qui est quand même fréquemment porté. Ensuite, on a des pâtes qui vont être plus structurantes. On va appeler ça agroalimentaire structurant. On part de ces problématiques d'économie alimentaire, mais on essaie de tendre vers la transversalité à travers certaines thématiques, par exemple la restauration collective. On va essayer, à travers la Restoco, d'agir sur l'environnement avec l'approvisionnement bio, d'agir sur le volet social à travers la sensibilisation des jeunes, d'agir sur le volet santé, nutrition. Mais on va rester encore quand même dans le sectoriel. Le troisième type de pâte, c'est un pâte qui est plus transversal, qui est plus systémique, où là, on se rend compte que la société civile a un rôle plus important aussi dans le portage, et c'est pour ça qu'on tend aussi vers quelque chose de plus transversal. Et les enjeux économiques ne sont pas nécessairement mis au premier plan, ou en tout cas sont vraiment mis en place en parallèle d'autres enjeux. Et donc, ces types de projets alimentaires transversaux, le meilleur exemple qu'on ait aujourd'hui, c'est celui de la CAD, dans le Nord, communauté d'agglomération du Touétie. Si je ne me trompe pas, c'est une communauté d'agglomération qui regroupe 155 000 habitants, qui est plutôt au milieu rural, qui a un peu moins de 50% du territoire, un peu plus de 50% du territoire urbanisé, et donc il y a encore une bonne partie du territoire agricole. Et donc, le pâte de la CAD, en fait, on peut dire qu'il est systémique parce que il a commencé, en fait, il y a vraiment longtemps, il a commencé en 2007. Et donc, depuis 2007, de nombreuses politiques ont été mises en place à la CAD. Un premier volet a été mis en place dans le cadre de l'économie alimentaire territoriale, de l'action auprès du développement agricole. Donc ce volet-là, il est porté en parallèle avec la Chambre d'agriculture, avec le monde agricole, à travers par exemple une charte sur les circuits courts qui a été signée en 2010, à travers des actions sur la restauration collective qui ont débuté en 2012. Ensuite, en parallèle de ce programme AgriCAD, on a un programme sur les biocad qui vise à agir à améliorer les pratiques environnementales, agricoles et alimentaires, donc en agissant sur les producteurs mais aussi sur les comportements alimentaires. Et ce programme biocad, concrètement, est décliné en un grand nombre d'actions qui ratissent vraiment large. Et depuis 2018, la CAD a entamé une politique d'éducation et d'accès à l'alimentation durable qui regroupe un grand nombre d'initiatives et d'actions, et dont l'objectif c'est vraiment d'élargir le pacte au plus grand nombre, de le porter à connaissance au plus grand nombre et de favoriser son appropriation par les citoyens et de faire en sorte que les habitants s'impliquent vraiment dans ces problématiques. Comme je vous le disais, c'est un projet qui a une gouvernance très ouverte. Il s'appuie sur des partenariats très forts avec tous les acteurs de l'alimentation, que ce soit des acteurs de la filière alimentaire ou de la société civile. La CAD, grâce à un portage politique fort notamment, a réussi à signer des partenariats vraiment formalisés et vraiment importants avec un grand nombre d'acteurs, et implique tous ces acteurs avec une démarche de concertation très forte. Par exemple, pour le plan Biocad, il y a eu 2 ans de concertation avec des forums ouverts, des ateliers débats, etc. Et ça a permis vraiment de dynamiser aussi le pâte, de favoriser l'implication des différents acteurs. Et donc, c'est un pâte qui, on peut dire qu'il a réussi parce qu'il a quand même de l'investissement derrière. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, il y a 1 500 000 € sur 3 ans qui ont été, peut-être pas sur 3 ans, 3 ou 4 ans qui ont été investis grâce notamment à un partenariat avec la région qui s'appelle Capaglo, et ça c'est pas le cas de toutes les régions. Il n'y a pas toutes les régions qui vont faire des contrats de politique publique pour inciter le développement de l'agriculture et de l'alimentation durable. Et là c'était un contexte politique relativement favorable. Mais aussi ce qu'on peut avancer, c'est que il y a eu une démarche intéressante de mobilisation des différents acteurs qui a permis la réussite du pâte. Voilà, je pense que après ce petit exemple,
Je vais essayer d'aller rapidement vers des éléments de conclusion pour. Après, sur toutes les questions, je pourrais revenir sur des points que j'ai pas eu le temps de traiter ici, mais. Donc, je vais juste rappeler le fait que bien sûr, l'implication du citoyen, c'est un enjeu de taille dans les PAT, c'est vraiment très important, puisque ce sont les deux conditions majeures de réussite du PAT et de changement d'échelle dans le système alimentaire durable. Donc il y a vraiment une importance de la sensibilisation des habitants aux enjeux et de l'implication des habitants dans la construction et dans du projet. Par contre, c'est clair que c'est complexe à réaliser. Il y a 3 points de vigilance que je voulais quand même rappeler avant la fin de l'intervention. C'est qu'il y a des difficultés qui sont souvent rencontrées pour sortir premièrement de la bulle militante. C'est souvent les limites des démarches participatives où on invite un grand nombre d'acteurs et on a simplement quelques acteurs très impliqués, très informés qui viennent. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent et qui est quand même difficile à de passer outre cet élément, bien que ça dépend vraiment de la capacité et du budget aussi qu'a le porteur de projet pour mobiliser les acteurs, pour pouvoir mener des actions de communication, de rassemblement. Ça demande vraiment un portage fort, un budget important, et la difficulté aussi c'est ça, c'est que le budget n'est pas si important pour mettre en place les PAT à l'heure actuelle, ou en tout cas les PAT sont en émergence et les moyens financiers ne suivent pas forcément. Notre limite liée aux démarches participatives, c'est le fait que bien souvent dans les projets alimentaires territoriaux, ce qui manque, c'est l'implication des gros acteurs économiques. Bien souvent, il est difficile de faire intervenir la démarche les acteurs de la grande distribution, les acteurs de la production qui vont produire à l'export, qui vont produire sur le marché national, mais qui n'ont pas du tout intérêt à produire sur le territoire. Il va être difficile d'intégrer voilà, tous ces types d'acteurs, parce que même s'ils commencent à y voir des intérêts très importants, il y a des rapports de force aussi qui font que on n'a pas forcément voilà, intérêt à y participer. Et voilà, c'est quand même un point complexe en fait, cette implication d'acteurs du monde économique. Et puis, bien sûr, voilà, le fait de faire converger les intérêts de chacun vers un objectif commun de transition alimentaire, ça ne va pas de soi, puisqu'on ne peut pas se cacher qu'il y a beaucoup de conflits autour de l'alimentation, autour de l'agriculture. C'est quelque chose qui est, même si l'alimentation est un concept très fédérateur, notamment en France, avec tout ce bagage culturel de valorisation du terroir, de l'importance du patrimoine gastronomique, ça favorise une prise en compte transversale de la question alimentaire, mais il y a quand même des enjeux, des conflits très importants liés à cette question-là qui sont et puis pour terminer, je dirais simplement que les collectifs citoyens qui sont acteurs de PAT à travers principalement des organisations associatives. En fait, dans un projet alimentaire territorial, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de champs, beaucoup d'actions. Et l'idée, c'est que le porteur de projet va se tourner vers des acteurs qui mettent déjà en place concrètement une action pour essayer de dynamiser cette action, de la faire voir aux autres acteurs du territoire et de créer des complémentarités avec d'autres acteurs qui pourraient s'impliquer sur une même action. Et donc, il existe sur tout territoire des PAT latentes, on peut dire. Il existe énormément d'acteurs qui agissent de leur côté dans plein de domaines, mais l'idée aussi d'un PAT, c'est de réussir à rassembler ces partenaires. Et donc, les associations sont vraiment au cœur des projets alimentaires. On a des associations dans tous les domaines qui agissent dans le domaine de l'alimentation. Et puis, comme je vous disais, il y a des assos qui peuvent être porteuses de PAT. J'en ai parlé tout à l'heure, l'association Chemin Pesant, le collectif Terre Fertile donc en Bretagne, et puis la CPIE. Aujourd'hui, ce sont les 3 lauréats, bien que je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas lauréats, mais qui sont quand même porteurs. Donc voilà, il y a également une ouverture à ce niveau-là.
je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était une présentation un peu longue. Je m'en excuse si je n'ai pas réussi à faire plus court. Merci en tout cas de votre attention. Tu nous as parlé de 11 pâtes reconnues, mais avant tu nous as parlé de 33 lauréats. Donc moi je... D'accord, d'accord. Alors, pour répondre à cette question, en fait, il y a des... En fait, sous le vocable pâte, sous l'appellation pâte, on entend différentes choses. On a des projets élémentaires en élaboration, en construction, qui sont dans un stade embryonnaire justement, qui commencent à rassembler les partenaires, les acteurs qui sont intéressés, qui commencent à essayer d'avoir une idée de la stratégie, du programme d'action, mais qui en sont encore à ce stade-là. Il y a beaucoup de pâtes pour lesquelles c'est le cas. Donc c'est quelque chose qui est vraiment émergent. Il faut savoir que le dispositif pâte a été reconnu par le ministère en 2014, donc c'est vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça. Première chose, sur le nombre de pâtes existants aujourd'hui, c'est difficile de savoir réellement, puisqu'en fait, le terme pâte, il faut aussi comprendre que c'est quelque chose, comment dire, les pâtes c'est un dispositif institutionnel, mais ça ne veut pas dire que des collectivités qui ne vont pas se revendiquer d'un pacte ne sont pas un projet alimentaire territorial, en fait. Ne portent pas de projet alimentaire territorial. Et donc, en fait, les pactes, c'est un dispositif qui vise à comment dire, à reconnaître une démarche qui va dans le sens que je vais expliquer de territorialisation de l'alimentation avec une certaine transversalité de l'action. Mais par exemple, il y a certains territoires qui ne vont pas forcément avoir besoin de se reconnaître pâtes, qui vont elles-mêmes mener des actions et qui seront quand même très intéressantes. Par exemple, le pays de Figeac, qui a été précurseur dans ces questions-là, aujourd'hui, il ne semble pas qu'il se revendique réellement de pâtes, mais il a quand même un programme qui en a tout l'air. Voilà, premier élément que je voulais apporter. Deuxième élément que je peux dire, c'est que pour répondre à cette question de compréhension entre 33 lauréats, 11 reconnus, alors en fait, il y a deux choses. Le processus de reconnaissance est arrivé en 2017 seulement, alors que les appels à projets pour soutenir les pâtes sont arrivés en 2016. En fait, donc la loi a décrit ce que c'était un pâte parce qu'elle voulait promouvoir les pâtes à travers ses services déconcentrés notamment. Le ministère voulait, à travers les DRAF, Direction régionale de l'alimentation, sur chaque région, voulait promouvoir les pâtes dans le cadre du programme national de l'alimentation. Et donc, les DRAF ont engagé aussi un travail de leur côté avec les acteurs du territoire pour parler des pâtes, pour les inciter à se mettre là-dedans. Mais c'était plus dans un objectif de reconnaissance des initiatives existantes qui pourraient procéder dans la pâte et d'accompagnement de ces initiatives-là. Donc en fait, c'est une volonté vraiment de reconnaître ce qui peut être considéré comme un pâte en élaboration ou existant, pour pouvoir mieux les encourager, les soutenir aussi, leur donner de la légitimité, du poids politique, etc. Ok, voilà. Mais alors, à l'arrivée il y a des lauréats pâtes, c'est-à-dire que le ministère lance chaque année depuis 2016 des appels à projets qui consistent à... Donc il y a une sélection avec un cahier des charges, et derrière il y a des financements qui sont attribués en moyenne entre 40 000 et 50 000 euros, et ces financements aident à impulser l'émergence, impulser la construction des pâtes, mais c'est quelque chose qui est très sélectif, et il y a beaucoup de pâtes qui ne sont pas retenues avec la politique nationale, mais qui vont pouvoir être accompagnées au niveau régional par les DRAF par exemple, et donc voilà, on a 33 lauréats pâtes. On a aussi la procédure de reconnaissance qui a un autre objectif pour le coup, qui est un peu distinct de l'appel à projet. L'appel à projet, c'est plus pour encourager la construction des pâtes.
la reconnaissance, c'est plus pour reconnaître, pour donner de la légitimité politique à une démarche qui correspond vraiment à la vision plate du gouvernement. Mais ce dispositif a été très critiqué et mal compris par les acteurs, puisqu'ils n'aboutissaient pas à des leviers financiers derrière, il aboutit simplement à une reconnaissance par le ministère. Donc on se fout un peu Donc quelque part on se fout un peu, sauf qu'on se fout, oui et non, en fait, en termes politiques, c'est important puisque ça permet aux élus de s'engager vers cette démarche-là. Il y a une reconnaissance par le ministère, donc forcément des élus vont vouloir s'engager dans cette démarche-là, donc c'est plutôt un objectif politique. Ok, Damien. D'abord que les projets alimentaires territoriaux, et on ne s'en est pas forcément compte ce matin, c'est un vrai gros progrès sur le fond, sur ce qui est proposé. Après, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quelque chose qui est vraiment efficace, qui est vraiment utile ou pas. Mais bon, d'abord signaler que les projets alimentaires territoriaux n'étaient pas dans le projet de loi où ils ont été adoptés. C'est quelque chose qui paraît anodin, mais c'est pas le ministère, c'est pas dans le projet de loi, il n'y avait pas les projets alimentaires territoriaux. Ils ont été adoptés par voie d'amendement à l'initiative d'une députée et d'une seule députée qui a fait tout un travail de lobbying avant auprès d'un certain nombre de groupes politiques, etc. et qui a réussi à persuader l'ensemble de l'Assemblée nationale qu'il était important d'agir sur le plan alimentaire territorial. Mais c'est pas pareil que si ça avait été un projet de loi porté au départ par le ministère, etc. Le ministère ne s'y est pas opposé, mais le ministère ne l'a pas porté, le ministère ne l'a pas élaboré. Je tenais à le dire parce que c'est quand même assez caractéristique. C'est à l'origine d'une députée, Brigitte Alain, qui n'est plus députée, qui était députée de la Gironde. Après, bon, moi je trouve que on n'a pas forcément vu l'importance du sujet politiquement, qu'un territoire se donne un projet alimentaire territorial qui, dans l'esprit de ce qui a été adopté dans la loi, met en œuvre des acteurs très différents, des acteurs structurels, des collectivités locales de différents niveaux, mais aussi ouvre la porte à ce que des groupements de producteurs, des GIE, etc., soient partie prenante dans l'élaboration du PAT. C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui sort. Le PAT est quelque chose qui va être adopté institutionnellement, mais c'est quelque chose qui, dans son élaboration et dans son fonctionnement, trouvera sa valeur quand il sortira du seul aspect institutionnel, avec des réelles participations. Alors par rapport à ça, je viens de dire, c'est un peu ce que ça pourrait être, mais ça ne l'est pas vraiment, quoi. Parce que quand on voit la façon, le tableau qui a été présenté tout à l'heure, on voit très bien qu'il y a un poids terrible des chambres d'agriculture dans l'élaboration des PAT. Et moi je veux bien être naïf, mais je sais que les chambres d'agriculture, sauf un certain nombre d'exceptions qui confirment la règle, il y en a en France, il y a des chambres d'agriculture qui travaillent vraiment de manière ouverte, mais il y a une majorité de chambres qui ne travaillent pas du tout d'une manière ouverte et qui, à mon avis, enferment les analyses, les jeux, les propositions d'une manière terrible vers un type d'agriculture, qui est le type d'agriculture dominant, qui est celui qui est tenu par la FNSEA, et qui n'est pas du tout, qui est dans une logique de grand marché, dans une logique d'agriculture qui s'exporte massivement, exportation en dehors de l'échelle territoriale et parfois plus loin que ça, mais quelque chose qui n'est pas dans une logique de développement agricole, rural, local, etc. C'est, je pense, un vrai problème. Après, la question aussi que je voulais aborder, c'est que
les PAT tels qu'ils sont faits pour le moment, très largement, sont des projets alimentaires territoriaux qui croisent l'offre de produits existante avec la demande existante. C'est-à-dire qu'on voit comment on peut essayer d'organiser un certain nombre de choses pour mieux capter les productions existantes, etc. Mais on n'est pas dans une logique de relocaliser massivement les productions. On n'est pas dans une logique de réponse à des besoins locaux d'abord. Et ça, c'est à mon avis le vrai problème des PAT. Un PAT qui ne s'occupe pas de l'offre faisable, de l'offre disponible et de l'offre faisable en réorientant les productions, soit par voie de conversion des exploitations existantes, soit par voie de conversion des exploitations existantes d'abord. Je pense que c'est un sujet majeur et on ne le trouve pas forcément autant qu'il le faudrait dans les PAT. Oui, la deuxième voie, c'est la voie de l'installation. Donc un PAT qui travaille à l'installation et qui lie l'installation de nouveaux agriculteurs à des contrats qui font que ces agriculteurs-là vont sortir de systèmes de collecte et d'industrialisation générale, qui sont ceux qui sont là aujourd'hui, et rentrent dans une logique de réponse à des besoins alimentaires locaux. C'est là-dedans que ça se passe. Et pour le moment, on ne voit pas beaucoup de PAT qui vont vraiment dans ce sens-là. Sur ce que j'ai vu, j'en ai vu quand même pas mal. Le PAT est quelque chose qui permet de mieux organiser le croisement entre l'offre existante dans un territoire et la demande existante dans un territoire. Et c'est déjà intéressant en soi. Mais on ira vraiment vers des résultats tangibles qui changeront les conditions à la fois d'alimentation pour les gens et les conditions de développement agricole local le jour où on ira au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut sortir de circuits industriels, de collecte, de transformation et aller vers des circuits relocalisés. Alors c'est extrêmement compliqué, mais c'est majeur. Tant qu'on ne s'attaque pas à ça, on fera un peu de la bricole. Et de la bricole souvent sympa. Il y a des choses sympas qui se font, mais elles sont complètement en dessous de la mesure nécessaire, à mon avis. Voilà. Après, j'arrête là parce que je vais tenir le transport pendant une minute. En complément de ce que tu nous dis, moi j'ai une question. Est-ce que tu considères que les PAT, pour être bien au clair là-dessus, les PAT tels qu'ils existent, je pense que tu as assez bien fait le distinguo entre l'existant et le possible, hein, mais tels qu'ils existent, est-ce que toi, tu encouragerais en gros des porteurs de projets citoyens à dire, bon, c'est un outil dont vous pouvez vous saisir, mais sachez l'existant pour éventuellement aller vers le possible, et le possible n'est pas très simple, mais il y a ça qui est, voilà, ça peut être la ligne d'horizon, ou est-ce que tu dis, non, l'outil est vraiment pas adapté par rapport à des projets citoyens qui ont pu émerger? Moi, je trouve que le PAT, quand il est sorti, alors, ça n'a pas été dit ça non plus, mais enfin, je corrige un truc aussi qui a été dit avant. Le projet alimentaire territorial, il n'a absolument pas été porté par le projet de loi, il n'était pas dedans. Carrément, il n'y était pas. C'est un projet, le dispositif projet alimentaire territorial, il a été porté par voie d'amendement. Je parlais de Brigitte Alain tout à l'heure qui portait, mais ça s'est passé comme ça. Le ministère ne s'y est pas opposé, mais y compris en séance à l'Assemblée nationale, il ne s'y est pas opposé. Mais c'est pas lui qui l'a produit. Donc, moi je pense que le PAT est une excellente disposition. Après, c'est une excellente disposition dont il faut faire ce qu'il convient. C'est-à-dire que rien dans la loi n'interdit qu'interviennent dans le PAT des porteurs de projets organisés dans un territoire donné, une association, une ARDEAR, qu'on a déjà cité hier, je crois, ou ce matin, une association régionale pour le développement de l'emploi agricole et rural, qui est quelque chose qui travaille dans certains secteurs avec une grande efficacité, mais qui travaille avec une grande efficacité alternative au travail
des chambres d'agriculture d'une manière générale. Il y a des endroits où c'est un peu, où il y a des liens de travail, il y a des endroits où il y a des vrais affrontements, il y a tous les cas de figure. Mais en tout cas, il faut sortir d'une lecture très conventionnelle, comme d'habitude. Enfin, les PAT peuvent être lus conventionnellement comme tout le reste. Mais si on sort de cette lecture conventionnelle et qu'on mobilise les gens, à la fois les producteurs, des associations de consommateurs, des élus locaux, etc., on peut en faire un véritable outil très intéressant. C'est mon point de vue. Non, mais c'est intéressant d'avoir cette précision, je pense, ici. Oui, je t'en prie. À la fois pour réagir et pour faire des compléments. Merci beaucoup pour cette intervention, parce que c'était vraiment important de préciser ça. Et par contre, je voulais simplement revenir sur ce que tu disais, sur le frein, selon toi, de l'émergence d'impact vraiment permettant une transition liée au fait que ce sont les chambres d'agriculture qui sont souvent copilotes d'impact. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a dans beaucoup de PAT, les collectivités avec les chambres travaillent ensemble, mais ça n'empêche pas qu'elles travaillent ensemble de manière vraiment équilibrée avec d'autres acteurs, mais aussi du monde alternatif. Pourquoi? Parce que les chambres, bien sûr, sont représentants d'un certain modèle agricole, mais ont aussi intérêt à ce que les PAT se développent et à ce que les circuits alimentaires se développent, à ce que l'économie locale se développe, etc. Donc, les chambres se saisissent de la question des circuits alimentaires proximité et se saisissent de la question des PAT sous ce prisme économique. Là, la limite, comme tu disais, c'est que ça reste sur des marges, on reste sur des marges, sur quelque chose de marginal. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas c'est pas ça qui permettra de changer, de faire évoluer. On permet de mieux mettre en relation l'existant pour améliorer le fonctionnement existant entre offre et demande. Par contre, les leviers de changement, le problème c'est qu'ils sont à une autre échelle en fait. Il y en a à l'échelle du territoire, de la collectivité, etc. Mais ils sont surtout à l'échelle de la PAC, à l'échelle du FEADER, etc. Et donc, les collectivités qui veulent accompagner une exploitation en conversion en bio, par exemple, eh bien, devront monter un dossier avec l'agriculteur au FEADER, un dossier très complexe et aussi très long, très lourd administrativement, pour pouvoir justement qu'il y ait un aboutissement. Et en fait, il y a ce circuit très important de la PAC qui est aussi, en quelque sorte, qui peut être un levier, mais qui est aussi un verrou. Et donc, je pense que la problématique, il n'y a pas tout qui se joue à l'échelon local, en fait. Et c'est un entremêlement des différentes échelles, et il va y avoir une importance, je pense, de lobbying à faire auprès de l'Union européenne pour réussir à réorienter la PAC vers une meilleure reconnaissance de l'ancrage territorial de l'alimentation, une meilleure reconnaissance des enjeux de développement durable et de l'alimentation. C'est voilà, ce que je voulais ajouter.